Ce n'est pas parce qu'on est dans la fête qu'il faut faire la fête. Règle numéro 2, ne jamais finir dans le même état que les clients. Règle numéro 3, ne jamais sous-estimer la vie. Alors avant de commencer, il faut que vous sachiez que cette vidéo est assez longue parce que contrairement à la majorité des DSA, mon stage il a été coupé en 2 sur 6 mois. J'ai pris soin de noter chaque étape que je vais vous raconter. Pour vous remettre dans le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là, je cumulais 2 boulots en plus des cours. L'un auquel j'allais 3 soirs par semaine qui était dans un club dans le nord de Paris et l'autre 3 soirs par semaine aussi en tant que gardien d'école dans le centre de Paris. Du 7 au 10 février. Je n'avais toujours rien trouvé quelques semaines avant la date butoir qui signait le début de notre stage. Et ma fin de partir à l'étranger, de me retrouver dans un environnement inconnu, avait toujours pas changé. Durant notre semaine de workshop avec les DSC, mon père m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à m'annoncer. Il faut savoir que mon père est militaire, il est à l'armée de l'air française. Et sa mutation à l'étranger avait été acceptée. Et il a eu comme destination la Nouvelle-Calédonie. Et franchement, quand il me l'a annoncé, j'étais sincèrement content pour lui et pour ma belle-mère. Et pendant qu'il m'annonçait le déroulement des prochains mois, comment le déménagement allait se passer, je pouvais pas m'empêcher de penser à autre chose qu'à mon stage en fait. Parce que du coup, ça voulait dire qu'il fallait que notre appartement soit premièrement rendu à la mi-avril et par conséquent que je trouve un appartement dans la foulée pour y habiter. Et évidemment, je pouvais pas chercher des appartements depuis l'étranger du 14 au 27 février. J'ai contacté la deuxième personne que j'avais eu en entretien. Il s'appelle Poré, qui fait de la synthèse modulaire mêlée à du vidging sur Touch Designer. Du coup, forcément, ça m'intéressait beaucoup. Il faisait un peu ce que j'aspirais à faire et il m'a dit qu'en fait il pouvait me prendre en stage à distance, même si lui partait enseigner en Australie dans une université. Et il s'est lui-même annoncé comme une sorte de plan B, que c'était vraiment mon cas où je n'avais rien, et j'ai trouvé ça super cool de sa part. Ça m'a pas mal rassuré. Mais par contre, j'avais prévenu que je travaillais de nuit, que certains matins je pouvais pas réellement travailler ni être présent en visio. Alors, il avait été d'accord avec ça. Du coup, le lundi 28 février, rendez-vous à 17h. J'arrive avec 15 minutes de retard. Il ne répond ni par mail ni sur Instagram, là où on avait l'habitude d'échanger. Alors que pourtant, je l'avais prévenu de mon retard, tout comme lui me prévenait des siens. On remet le rendez-vous au lendemain. Je travaille le soir même. Du coup, ça veut dire que je me réveille et je me connecte avec 15 minutes de retard. Et à mon réveil, je vois un mail de sa part expliquant que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, que nous ne cherchions pas les mêmes choses, blablabla, blablabla, blablabla. Du 22 février au 6 mars. Je me retrouvais encore au point de départ, toujours sans stage à une semaine de celui-ci, dans un appartement que je devais quitter 1 mois et demi après. Étrangement, plus je travaillais au club, mieux je m'y sentais. J'apprenais à faire du bar, j'avais l'impression d'avoir de plus en plus de facilité, de toujours plus me faire accepter par les autres et par la nuit. Les clients et les patrons me complimentaient sur mon travail. Les quelques performances que j'ai faites là-bas ont été super bien reçues par tout le monde, que ce soit staff comme public. Je commençais à me dire que si je me retrouvais pas dans un environnement inconnu comme j'en avais envie, le changement allait devoir passer par moi-même. Du coup, j'ai jeté beaucoup de mes vêtements, d'affaires, de livres, de dessins et de cahiers. J'ai changé de coiffure, j'ai fait des nouveaux piercings, j'ai réalisé mon premier tatouage. Et le plus gros changement pour moi, c'était le fait que j'ai vendu 3 de mes synthétiseurs pour essayer de passer à la synthèse modulaire. Repère temporel. Vous vous souvenez que les clubs et les bars ont été fermés une deuxième fois? Nous sommes là, la veille de l'ouverture, la veille de la réouverture. J'avais hâte de faire mon retour dans la nuit, de retravailler, de retourner dans cette ambiance dans laquelle je me sentais si bien. Et je pensais plus à mon stage ni à l'école en fait. J'en avais pas envie et honnêtement à ce moment-là, je pouvais pas y penser.
Je vous épargne le terrible mois de mars que j'ai passé entre vie nocturne, la pression d'un déménagement, des papiers, de l'administration, du boulot, du stage que je n'avais toujours pas. J'étais devenu une sorte de flaque de fatigue constante. J'avais peur d'ouvrir ma boîte mail, de répondre au téléphone. Je recevais encore des mails de refus 2 à 4 mois après que j'avais envoyé ma demande de stage. Et suite à mon expérience avec Porik, j'avais développé une sorte de haine illégitime vis-à-vis des studios et des artistes indépendants. Comme tout tunnel, il y avait une fin à celui-ci. Par un enchevêtrement de coïncidences, j'ai trouvé un stage dans une boîte qui produit des vêtements upcyclés, Atelier Éveil Ludique. Du coup, cette marque est tenue par une personne qui s'appelle Mirko. Il arrive petit à petit à se faire une place dans l'industrie de la mode tout en étant en accord avec ses valeurs de respect de l'environnement. Et ça, c'est assez cool, c'est ce qui m'a séduit. Par exemple, il achète pas de neuf, il achète que de l'occasion. À partir de ses trouvailles, il fait des pièces en série limitée, mais c'est pas pour autant qu'il les vend super cher. Et à ce moment-là, en fait, il opérait seulement qu'en France et il cherchait à s'établir à l'étranger. Et il lui fallait une manière de se présenter. Du coup, c'est à ce moment-là c'est à ce niveau-là que moi j'allais intervenir en faisant un portfolio pour sa marque. Concernant le lookbook, je faisais pas mal d'allers-retours. J'ai pu réviser ma terrible capacité de mise en page. J'aurais plutôt aimé concevoir une fonte complète pour Atelier Éveil Ludique, mais manque de temps, manque d'argent, alors commencé par établir un squelette de mise en page en divisant mon format en plusieurs blocs avec des croquis. Mais j'ai vite compris que Mirko aimait avoir du concret assez rapidement. J'ai donc choisi une fonte complète et dont la licence commerciale était libre de droit et d'exploitation. J'ai choisi son corps et les différentes hiérarchies d'informations. Mirko avait pour idée de représenter chaque collection par une icône en 3D, mais volontairement avec une esthétique assez kitsch et assez cliché. Alors je lui ai soumis des idées et des rendus 3D, et comme il l'a bien dit, j'aime pas la musique qui parle de musique, alors les icônes n'auront pas de rapport formel direct avec les vêtements en question. On s'est appuyé sur des lookbooks déjà existants venant de marques très similaires à la sienne. On a fini par aboutir au template final que lui pourrait réutiliser dans le futur en changeant juste le texte, les informations et les images. Le problème, c'est que je bossais à l'école comme gardien et au club, au vestiaire. Et ma recherche d'appartement me prenait un petit peu de temps, mais surtout me mangeait l'esprit et mon énergie. Alors cette mission qui aurait pu être faite rapidement a traîné pendant un mois entier. Amélie, qui est ma meilleure amie, était à Berlin depuis déjà 2 mois. Elle était auprès d'une artiste qui travaille le numérique, l'interaction et le son. Les projets sur lesquels Amélie travaillait m'intéressaient pas mal, je m'y reconnaissais vraiment. Et on s'est appelé un moment pour savoir si je pouvais postuler auprès de cette même personne. Une semaine après, j'obtiens ma réponse pour un rendez-vous en visio. Alors Sahar est une personne non binaire, elle est basée à Berlin depuis plus de 20 ans et sa première exposition va avoir lieu en décembre. Et donc elle a pour projet de mêler calligraphie, interaction et son. Ce projet semblait presque épris pour moi et elle l'avait bien compris. On parle du déroulé de comment cela pourrait se passer et 2 jours après, ma convention était enfin signée. Ok, alors il me restait 1 semaine et demie pour finir mon emménagement, mettre un terme à mes 2 contrats sur Paris et ensuite me préparer pour aller à Berlin rejoindre Amélie. Ça a été rapide et épuisant comme vous pouvez vous en douter forcément. Pour ajouter du piquant à cette histoire, mon père quittait définitivement la métropole le dimanche 17 juillet, du coup seulement 1 jour avant le début de mon stage. Je savais que je passais mes derniers moments avec lui avant pas mal de temps. Pour ce voyage-là, j'allais essayer d'être encore plus minimaliste que les précédents. Cette fois-ci, j'ai seulement pris 7 tenues, une paire de chaussures, une trousse de toilette. Et en fait, ces restrictions en termes de vêtements, elles ont pu me permettre de faire plus de place pour du matériel professionnel comme justement mes 2 machines principales, toutes mes affaires de calligraphie, des carnets, etc. J'arrive le 18 juillet, du coup je rejoignais Théo et Amélie et c'est comme si je sautais sur un train qui était déjà en marche.
J'arrive le mardi et on a pu profiter tous les soirs en assurant au boulot la journée. Amélie partait de Berlin le 1er août et mon stage à moi avait commencé le 19 juillet. Plus qu'un simple voyage vers un pays étranger, plus que l'Allemagne, j'étais à Berlin. Lorsque j'ai fait mon premier club, j'ai pas dansé pendant plus d'une heure, le temps de digérer ce qui se passait, ce qu'il y avait autour de moi. Je regardais les gens, je comprenais pas. J'étais stressé dans la queue comme au moment de mes toutes premières sorties sur Paris quand j'avais 17 ans. Étant déjà une créature de la nuit à Paris et en amour obsessionnel pour la musique électronique dans son ensemble, je me suis très vite senti à l'aise et forcément j'ai été refusé d'aucune boîte et d'aucun événement et j'ai même été invité sur les fameuses guest lists de certains événements. Pour vous le rappeler, ce projet est la première exposition entièrement dédiée à Sahar. Il s'agirait de créer un lieu où les gens pourraient expérimenter une calligraphie en réalité augmentée. La méditation occupe une place importante au sein de l'exposition et dans un premier lieu qui serait comme une sorte de sas, la méditation aurait pour rôle de conditionner le public à une expérience interactive, notamment en brisant les barrières de timidité et toutes les autres limites qu'il peut y avoir. Et le son est l'un des moyens de parvenir à créer cet état de repos. Sahar m'a confié la tâche d'être directeur de projet, c'est-à-dire que j'ai vite eu organiser les tâches de chacun et chacune. Dans un autre contexte, je préférais recevoir des ordres que d'en donner, mais cette fois-ci ça m'allait. Grâce à ce que j'avais appris à Estienne en typographie, j'avais une méthode qui s'est avérée être assez efficace. Pour tout ce qui concerne justement comment analyser, extraire du sens, en faire des intentions et des pistes créatives pour finalement donner la forme. Sahar gérait tout ce qui concerne la recherche du lieu, de sponsors et surtout d'entreprises et de studios avec lesquels collaborer par rapport à la VR. Le projet dans sa globalité évoluait assez lentement par rapport à ma période de stage, mais en fait il suivait son cours normal pour une exposition de cette envergure-là. Et elle allait avoir le lieu en décembre, alors que moi je suis qu'un passager en fait au sein de la réalisation. On a commencé à travailler sur le son seulement qu'à partir des 2 dernières semaines. Et comme base, en fait, j'ai gardé les enregistrements de sessions de calligraphie qu'on faisait quasiment quotidiennement ensemble. À cela, j'ai ajouté une couche de synthèse sonore venant de mes machines. Pour le son, pour en parler un peu plus précisément, je me suis calqué sur un rythme presque binaire, qui est en fait celui de la respiration, parce que c'est un élément très important dans la calligraphie, mais c'est pas calqué sur un rythme de respiration qui est humaine justement. C'est quelque chose qui est plus lent en fait, comme si l'exposition elle venait d'un autre monde et pour faire perdre entre guillemets la notion du temps au public. Et on a tout de suite, tous les deux été très contents et contentes des résultats. Et c'était vachement lié au fait qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'on venait un peu du même univers sonore tous deux, du coup c'était assez chouette. Par rapport à Touch Designer, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai pu connecter des bandes son que j'avais faites avec des paramètres visuels, j'ai pu performer avec ma voix plusieurs fois au sein du studio, et j'ai aussi travaillé l'interaction dans les deux sens en fait, pour enfin réussir à transformer le visuel en son et le son en visuel pour créer une chaîne presque infinie, et j'ai beaucoup progressé là-dedans. Pour la calligraphie, ça faisait très longtemps que j'avais pas pratiqué aussi fréquemment, c'est-à-dire quotidiennement. Et en fait, j'ai redécouvert mes outils, mes gestes et ma graphie, et ça m'a vraiment fait du bien. Pour vous raconter une journée type, je me réveillais entre 9h et 11h. Je prévenais Sarah de l'heure à laquelle je pensais arriver, on se prévenait tous les deux. Généralement, je mangeais quand j'arrivais au stage. Et le mardi, on se racontait nos week-ends, parce que généralement, je travaillais pas le lundi. Ensuite, on planifiait ce qu'on allait faire pendant la journée, et aucun de nous deux était attaché à ce chiffre de 8 heures par jour. Je pouvais faire 6 heures, 6 heures une journée et 12 heures le lendemain. Je pouvais rester travailler jusqu'à 23 heures parfois, et ça nous dérangeait pas, j'aimais bien ce rythme-là. Parfois, je venais même le samedi, le dimanche ou le lundi pour travailler ou faire mes projets perso.
Pour vous résumer, j'ai passé une expérience professionnelle vraiment géniale. J'ai pu coordonner un projet d'une grosse envergure. J'ai dû me projeter, réfléchir aux moyens techniques, aux coûts que ça pouvait engendrer et appliquer tout cela en vrai. J'ai pu toucher à beaucoup de choses en même temps. J'ai aussi surtout pu faire des contacts professionnels pour une future vie ici, que ce soit pour des jobs à temps partiel ou des futurs contacts avec des studios. J'ai agi dans la partie des projets que je préfère, c'est-à-dire les premières parties, la partie de création, de recherche d'idées, etc. Ce que j'ai pensé de Berlin, c'est que l'énergie qu'on y sent est vraiment motivante et vraiment unique. Et pour moi, cette ville-là, c'est un bon compromis entre espace urbain et nature, parce qu'il y a quand même des lacs et des immenses parcs au sein même de la ville. J'ai eu la chance d'avoir Amélie et d'autres amis qui venaient de Paris avec moi à ce moment-là, pour pouvoir me donner des bonnes adresses, les bons plans pour sortir, etc. Et je pense que ça a vachement facilité mon confort là-bas. La vie nocturne, bah forcément, j'ai été carrément conquis par celle-là. Et j'ai eu l'impression que le vendredi et le samedi soir, la fête touche tout le monde sans distinction, que ouais, cette envie de faire la fête, elle est presque universelle et qu'il y a cette superbe ambiance qui règne partout dans les transports ou autres et qu'on se sent confortable un peu partout dans la ville. Pour tout ce qui va concerner les événements purement musicaux, c'est-à-dire les soirées techno en club, etc., forcément c'était totalement autre chose qu'à Paris, c'est pas du tout un mythe sur plein de points, que ce soit d'une perspective humaine et sociale, tout comme musicale. On sent qu'elle s'est vraiment construite dessus et que la culture de la musique électronique est vraiment ancrée et pour moi ça fait une grosse différence par rapport à la France et même Paris en général. Et pour finir sur tout ça, bah, j'ai vraiment hâte de retourner à Berlin. On s'est dit avec Sarah qu'on allait retravailler ensemble à la fin de mon DSA et je suis très content de ça parce que j'ai enfin une vie professionnelle qui se dessine quelque part autre qu'à Paris et que ce soit pour des jobs à temps partiel, des futures collaborations, des stages, peu importe, mais j'ai déjà commencé à tisser un réseau qui pour moi est plein de potentiel et pourrait me rapporter beaucoup en termes de compétences et d'expérience. Le feu. Le feu danse dans le ciel pour moi. Il épouse les courbes de quelques nuages, s'enlise entre les teintes pastel du plateau et de l'horizon. Cette même énergie, je l'ai ressentie dans cette ville. Chacun des scénarios qui s'offraient à moi débouchait sur un événement de cet ordre-là, fait de hasard et de perte de contrôle qui le rendait ô combien si beau. La plaie qui griffe les cieux, l'étreinte des habitants, l'empreinte de la passion. Tout cela compose les âmes que j'ai rencontrées là-bas. Sans y avoir mis les mains, j'ai pu sentir par nos fenêtres que nos chimies internes étaient les mêmes. J'ai pu entendre leurs cris, qui s'est d'abord être avéré être un chant, et finalement toute une symphonie. Ça sonne fondamental. Un univers sans filtre. Quelque chose de très cru et d'authentique. C'est étrange. Je me sentais nostalgique d'une époque que je n'ai jamais connue. Ce sentiment a lentement laissé place à une impression de ne pas avoir été au bon endroit durant toute ma vie. J'ai l'impression de m'être construit, d'avoir rédigé mon mode d'emploi, comme si j'avais été originaire de Berlin.